Donc voilà la présentation qu'a eu l'amitié de nous transmettre Germán Velázquez. Donc 4 points. Un point sur la situation passée et actuelle. Ce qu'il appelle un contexte international malsain, et vous verrez pour quelle raison. Un problème posé par la multiplication des acteurs et puis quelques questions pour l'avenir. Alors, ici, le point qui est soulevé par Germán, c'est le suivant, c'est que alors même qu'explosait l'épidémie du sida, donc à partir du milieu des années 90, dans les années 90, et où les premiers traitements offerts étaient extrêmement chers, rappelez-vous, de l'ordre de 10 à 12 000 dollars par trithérapie de base, de première ligne, il y a eu la signature des accords ATPIC, des accords sur la propriété intellectuelle, dans le cadre de l'OMC, et donc qui a considérablement compliqué les problèmes d'accès aux soins. Alors, Germán explique la nouveauté. La nouveauté, c'est que dans le cadre des accords de Bretton Woods, mis en place après-guerre, on a eu un certain nombre d'institutions internationales, donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et que les aspects de commerce étaient laissés à de la négociation triannuelle, qui étaient les rounds. Vous vous rappelez, on a eu le Kennedy Round, etc. Voilà, jusqu'à l'Uruguay Round. Mais, et le point sur lequel Germán insiste, c'est que le cycle de l'Uruguay Round s'est traduit par l'installation d'une nouvelle organisation internationale qui est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que, avec la fondation de l'OMC, on a eu pour la première fois l'entrée de la propriété intellectuelle dans les accords de commerce. Il insiste, vous voyez, dans ce transparent, sur la différence entre le commerce international à l'époque du GATT et depuis l'OMC. Donc à l'époque du GATT, il s'agit d'un simple traité sans base institutionnelle. L'OMC est une véritable organisation permanente. Le GATT traitait du commerce des marchandises physiques, j'ai presque envie de dire. L'OMC traite des marchandises, des services et, c'est là que ça nous intéresse, de la propriété intellectuelle. Dans le GATT, on a une adhésion volontaire aux accords. Dans le cadre de l'OMC, les accords sont contraignants pour l'ensemble des signataires. Donc, par exemple, puisqu'il faut mettre les points sur les i, ce qui est là derrière, c'est l'obligation de breveter les molécules dans tous les pays membres de l'OMC et de faire des brevets de 20 ans. C'est complètement nouveau. C'est apparu en 1994 avec l'OMC. Avant, les pays étaient libres de breveter ou non, de donner une durée au brevet de la longueur qu'ils pensaient, en fonction de considérations concernant le développement économique et le développement de la santé publique. L'OMC est devenue contraignante. Enfin, il y avait inefficacité des organes de règlement des différends, ce qui veut dire qu'il y avait moyen de passer à travers les règles, et qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à travers les règles. Il y a un organe de règlement des différends qui peut, y compris, prononcer des sanctions. Donc, la naissance de l'OMC et la signature des accords de Marrakech en 1994, donc les ATPIC, les accords sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, ont introduit un changement majeur, qui a compliqué tous les problèmes d'accès aux soins. Ce changement majeur, c'est que breveter les molécules thérapeutiques devient mandatory, dans le langage anglo-saxon, c'est-à-dire obligatoire. Les pays n'ont plus le choix. La durée va à 20 ans et il y a un certain nombre de flexibilités qui concernent, mais qui ont été, il faut bien le constater, extrêmement peu utilisées. La pression exercée sur les pays les amenant à très peu ou pas utiliser les différentes flexibilités. Bien. Donc, voilà pour le changement introduit par le GATT. Par l'OMC, justement, pas le GATT. Alors, problème posé par le système actuel, donc un certain nombre en ont été listés. Seul un tiers de la population a un accès régulier aux médicaments. Ça, c'est en général, ça ne concerne pas seulement le cas des personnes vivant avec le VIH.
le problème de la marchandisation des médicaments, hein, transformés en marchandises, en particulier depuis l'OMC, non pas que il y ait une valeur économique attachée à un médicament comme à d'autres biens, bien sûr, ça va de soi. Transformer en marchandise, ça voulait dire que les exceptions, hein, de santé publique d'avant l'OMC, qui permettaient par exemple de ne pas breveter, d'importer des génériques, ont sauté. Et on a transformé donc le médicament en une marchandise comme une autre. Autre point important, c'est que, bon, on le sait tous malheureusement, les programmes de recherche sont fixés beaucoup plus en fonction des marchés potentiels repérés qu'en fonction des besoins, et que, ça c'est encore un autre point, mais ça ne nous concerne pas forcément pour ce qui concerne le VIH. On a une baisse de la productivité de l'industrie pharmaceutique qui est tout à fait spectaculaire. Pardon, là je vais trop vite. Voilà. Alors, si on vient maintenant au VIH, juste quelques chiffres qu'il faut rappeler. Environ la moitié des personnes qui ont besoin d'un traitement antirétroviral le reçoivent, c'est-à-dire donc seulement 8 millions de personnes sur les 14,8 qui devraient normalement en bénéficier. Et ceci, évidemment, je pense que cette statistique, hein, enfin, les gens dans la salle me le confirmeront, correspond à avant les dernières recommandations de l'OMS, qui recommande des traitements plus précoces, puisque c'est un enseignement universel, hein, que le traitement est d'autant plus efficace qu'il est précoce, et qui du coup augmente évidemment la population ayant besoin des traitements. Ici, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Plus de 96% des personnes traitées reçoivent un traitement de première intention, en général sous forme de générique, mais j'ai rajouté, donc je rajoute, et Germane le rajouterait certainement, dont pour une partie d'entre eux, de traitements qui sont obsolètes depuis un moment déjà, hein, et qui ne sont pas passés en deuxième ligne parce que le coût du passage à la deuxième ligne serait, en tout cas, dans les conditions actuelles, trop élevé. Le prix moyen des 4 ARV qu'utilisent 91% des personnes traitées est de $140 par personne an. Il a même baissé, hein, pour certaines combinaisons, mais pas forcément les plus efficaces. Par contre, c'est ça qui est très important, le prix moyen du traitement de deuxième intention est de $1015 par personne an. Vous voyez ce que ça signifie, hein, c'est une augmentation du budget par 10. Hein, et vous comprenez donc du coup pourquoi tant de gens qui ont besoin de passer en deuxième ligne ne sont pas mis en deuxième ligne compte tenu du coût des traitements. Alors, toujours dans la série des problèmes, Germane indique probable réduction de l'aide internationale fournie au programme de traitement du Fonds mondial. Malheureusement, je pense qu'il faut enlever probable réduction, hein, et qu'on est dans une tendance dans laquelle, pour de multiples raisons, le Fonds global va voir ses ressources stagner, voire diminuer, comme ça a été le cas à l'occasion de la dernière levée. Ensuite, quand il dit conséquence de la nouvelle loi indienne relative au brevet, c'est que si vous voulez, il faut, en matière de propriété intellectuelle, donc d'impact sur les prix, il faut toujours avoir deux dates en tête. 1994, brevetabilité des molécules, brevetabilité obligatoire des molécules, et 2005, fin de la période d'exception qui avait été donnée à un certain nombre de pays, dont l'Inde, de continuer à produire des génériques. Et donc, c'est la deuxième date, depuis 2005, les grands pays intermédiaires qui disposent d'une industrie de génériques, dont l'Inde, au premier chef, ne peuvent plus produire des génériques, puisque désormais, eux-mêmes ont adopté une loi rendant mandatory le brevetage des molécules. Et d'ailleurs, le gap, hein, entre le prix des premières et deuxièmes lignes s'explique en partie par là. Hein. Les deuxièmes lignes sont en général des produits plus neufs qui ne peuvent pas être produits en générique, et donc le niveau de concurrence qui s'exerce sur eux est très bas, et donc les prix restent hauts.
Inefficacité de la décision du 30 août, je vous en fais grâce, c'est très technique. C'est simplement pour dire que les dispositions qui avaient été prises pour faciliter l'accès des pays du Sud à des génériques sont capharnaoniques, hein, je ne sais pas comment dire ça, ingérables et n'ont donné lieu à aucun accord, sauf MSF Rwanda, si je me souviens bien, et tous les deux jurent qu'on ne les y reprendra plus, qu'ils ne le reprendront plus jamais. Voilà. Donc c'est pour dire que nos systèmes, les systèmes mis en place ne sont pas efficients. Contexte international malsain. Alors là, je pense que, je ne peux pas me mettre à la place de German, bien sûr, hein, là, je pense que c'est des points auxquels lui-même est spécialement sensible. Hein. Ayant été longtemps fonctionnaire de l'OMS, il est extrêmement préoccupé par cette question, puisque j'ai eu l'occasion de l'entendre sur ce sujet à différentes reprises, et peut-être l'avez-vous entendu, il est extrêmement préoccupé par ce qu'il appelle la privatisation de l'OMS. Bon, il se trouve que les ressources publiques transmises par les États à l'OMS sont plafonnées ou, dans un certain nombre de cas, en décroissance, lorsqu'elles sont payées, bien, lorsqu'elles sont acquittées. Hein, il y a plusieurs pays qui sont très en retard dans leur voilà, et que, au cours du temps, l'OMS a pris l'habitude de se financer auprès de sources privées. Et puis, il y a eu ce grand changement qui est l'arrivée de la fondation Gates, hein, avec un pouvoir d'action énorme, et qui est entré donc en masse à l'intérieur du budget de l'OMS. Alors, évidemment, je peux en parler de manière beaucoup moins éloquente que German, hein, c'est son sujet de prédilection, mais on voit bien le problème. Hein, on voit bien le problème. Voici une organisation qui a un statut onusien, voici une organisation qui a le pouvoir d'émettre des recommandations qui, dans de très nombreux cas, sont largement suivies, hein, dans un très grand nombre de pays, et c'est vrai que cette fonction de recommandation de l'OMS est une fonction précieuse, bien, et voici une organisation qui va dépendre de financement privé. Il y a un problème, je crois qu'il ne faut absolument pas se le cacher, et d'ailleurs, je veux dire, Margaret Chan, hein, qui est en train d'essayer de gérer cette contradiction, se heurte à toutes sortes de tensions et d'oppositions. Est-il possible de garder un statut d'organisation internationale à une organisation dont les sources de financement sont désormais très largement privées? Il y a un vrai problème. Parce que la Gates ne donne pas son argent, comment dire, c'est pas de la soft money, hein. La Gates donne son argent en disant « je donne l'argent pour faire ça, 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 ça et ça ». Si vous ne prenez pas l'argent. Donc, voici une organisation dont la mission est d'émettre des recommandations et qui, pour survivre, doit passer par des programmes qui lui sont imposés par le secteur privé. Il y a un problème. Voilà. German aurait été certainement plus convaincant que moi, mais je sais que c'est là son message. Oui, j'accélère. Bon, ensuite, il y a toute une discussion, c'est ce qu'il appelle le contexte international malsain. Il y a toute une discussion sur le coût de la R&D en matière pharmaceutique. Bon, alors, je ne rentre pas dans les détails, mais nous, les économistes de la pharmacie, c'est des problèmes qu'on connaît bien. Les écarts entre les coûts proclamés par l'industrie pharmaceutique, donc 1,3 milliard le médicament, et les écarts constatés dans un certain nombre d'études sont énormes. Et donc, il y a une vraie discussion là-dessus. Hein. Il y a une vraie discussion. Combien coûte? Parce que qu'est-ce qui est là derrière? Ce qui est là derrière, c'est faut-il maintenir la propriété intellectuelle au niveau où on la maintient aujourd'hui? Si c'est vrai que si un médicament coûte 1,3 milliard, il faut pouvoir le payer. Mais si c'est vrai qu'il ne coûte pas 1,3 milliard et que, comme le dit DNDi, il coûte 60 millions, ou comme d'autres études le montrent, il coûte 150 millions ou 200 millions, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Pas du tout. Hein. Surtout si vous multipliez ça par le nombre de molécules mises en marché. Bon, par ailleurs, contexte malsain, là, notre ami Gaël en parlera mieux que moi. L'industrie pharmaceutique a été objet d'une enquête de la Commission de la concurrence de l'Union européenne qui a mis en évidence des pratiques visant à retarder
la venue sur le marché des génériques et donc des surcoûts très importants. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique a répondu dans une série de mémorandums, mais il demeure qu'il y a un petit malaise. Bien. Multiplication des acteurs, bon ben voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je peux aller plus vite. Au départ, on avait les ministères de la Santé, l'OMS et les industries pharmaceutiques, publiques ou privées. Dans les années 50, beaucoup étaient publics. Depuis, bon, la majorité est devenue privée. Mais depuis 2013, comme vous le voyez, il y a une multiplication des acteurs. Alors, cette multiplication des acteurs, elle a un côté positif, hein, qu'il y ait davantage d'associations, de fondations, etc., s'intéresser au sida, tant mieux. Mais ça pose aussi un problème. Or, la question de la Gates, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui doit faire débat. Bien. Le problème que ça pose, c'est que nos pauvres partenaires locaux dans les pays du Sud, il faut qu'ils gèrent des relations avec 4 bailleurs de fonds, 5, qui ont chacun des exigences différentes, des protocoles différents, qui veulent des rendus sous des formes différentes, qui passent leurs commandes et qui livrent dans des conditions qui ne sont pas les mêmes. Bon, bref, il y a une difficulté, hein, liée à ça. Voilà, je vais conclure. Donc, les conclusions de German sont d'abord de rappeler que l'accès aux médicaments n'est toujours pas garanti pour une majorité de la population, que la propriété intellectuelle, depuis les ADPIC, constitue un problème et que aussi bien les flexibilités que les quelques accords qui ont pu être passés n'ont pas résolu le cœur de la question. Il y a cette question, vous voyez, c'est sous la forme empêcher la privatisation de l'OMS, cette question du devenir de l'OMS, et donc de trouver des systèmes de financement de l'industrie, parce que, je veux dire, c'est vrai qu'un médicament, ça coûte cher, c'est vrai qu'il y a de la perte en ligne, hein, tous les essais cliniques ne débouchent pas, et c'est un euphémisme. Bon, donc il faut trouver un moyen, il faut que l'industrie pharmaceutique puisse vivre, il n'y a pas de doute là-dessus, bien. Mais en même temps, il faut que les patients aient accès aux médicaments. Donc vraiment, il y a un problème de trouver des nouveaux business models. Bon, M. Sebag, qui est ici, est un des avocats importants, hein, de cette discussion sur la recherche de nouveaux modèles qui permettraient à la fois la soutenabilité de l'industrie pharmaceutique et un meilleur accès aux soins. Voilà, donc ça c'est le dernier transparent. Bon, German proposait de distinguer 3 périodes. 48-78, la santé est vue d'abord comme une affaire de médecins, et puis l'intendance suit. 78-2000, c'est plutôt une affaire d'économistes, parce que les problèmes de coûts ont cru. Et puis, depuis 2001, la santé a tendance à être vue davantage comme un problème de droit, comme un problème de citoyenneté, qui a besoin de ses avocats, qui a besoin de ses défenseurs. Nous sommes dans cette étape et nous sommes la communauté qui a en charge de trouver des solutions à ces problèmes. Voilà pourquoi, encore une fois, je remercie Soltis d'avoir organisé ce séminaire, puisque ça nous permettra d'avancer dans ces directions. Voilà, je vous remercie. Bien. Alors maintenant, je donne...